Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale retour sur les votations du 15 mai. À Gland, une tour en plus, à Coppet, Prangin et Bassin, des impôts en moins, et à Rolle, une municipalité qui reste à droite. Pour ce premier plateau, on s'intéresse à Gland qui dit oui à la tour Suisse-Côte. Les citoyens ont accepté ce dimanche la possibilité de construire notamment une tour à 60 mètres de haut sur le site de la banque en ligne et ainsi le plan d'affectation Lacréto qui avait été validé par le conseil communal en février dernier avant de faire l'objet d'un référendum. Résultat du vote, vous le voyez à l'écran, 50 votes blancs, 2216 oui et 1587 non. Sur notre plateau pour en parler, Léonie Valène, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente du comité interparti en faveur du plan d'affectation Lacréto. Aujourd'hui avec nous également Pascal Rizen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité référendaire Avenir Gland. Léonie Valène, on va commencer avec vous. J'imagine que vous êtes satisfaite de ces résultats. Oui, je suis très heureuse de ces résultats de la journée d'hier qui ont démontré que la population a décidé de soutenir cette entreprise glandoise et surtout de soutenir une décision du conseil communal qu'on avait prise il y a plus d'une année en arrière. Oui, Pascal Rizen, c'était votre combat. Vous étiez contre ce plan d'affectation Lacréto. Pas trop déçu au lendemain de ces votations? C'était le combat d'Avenir Gland. On a, de notre côté, amené la discussion, le débat dans la sphère publique. On est évidemment déçu du résultat. On aurait préféré être avec le résultat de la partie opposée. Mais par contre, on est très content déjà, de la mobilisation. C'est une question qui valait la peine d'être posée au public. On voit le taux de participation n'est pas encore à des niveaux phénoménaux, mais en tout cas, il est bien supérieur à ceux des précédentes votations. Et puis, on termine avec un résultat qui est supérieur à 40%, alors qu'on nous prédisait quelque chose de bien inférieur. Donc, oui, nous sommes satisfaits. Ouais, Léonie Valène, justement, est-ce que vous êtes surprise de ces chiffres? Est-ce que vous vous attendiez à gagner autant? Alors, je suis légèrement surprise. Je ne m'attendais pas à un résultat tel que celui-ci. C'est vrai que je pensais à un résultat plus serré parce que ça a été une campagne qui a été bien menée, je trouve, des deux camps. Et une campagne très intéressante pour moi également. Mais c'est vrai que je suis ravie, surtout que ce référendum se posait sur une décision du conseil communal. Donc, je trouve que c'est la preuve que la ville a décidé de faire confiance aux élus. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire justement, Léonie Valène, pour la suite, sachant qu'il y a quand même 1587 citoyens qui sont aussi aujourd'hui déçus quelque part, qui ont des inquiétudes pour l'avenir de Gland? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense que malgré le fait que cette élection a été acceptée, il va quand même falloir continuer à travailler au conseil communal. Monsieur Rizen est également avec moi. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on va devoir travailler avec la municipalité dans les années qui viennent. La circulation, il y a d'autres choses qui ont été relevées pendant cette campagne. Après, ce résultat le prouve, la plupart des gens l'ont compris. Ce n'est pas Suisse-Côte qui avait à régler ces problèmes-là. Donc je pense que ça va être des problématiques qu'on va devoir soulever lors des conseils communaux des années à venir. Mais c'était très clairement pas en discussion par rapport à Suisse-Côte. Ouais, mais le fait que cette tour finalement devienne le symbole emblématique de la ville de Gland, est-ce que cette image-là, sur la carte postale, ça vous plaît? Oui, beaucoup. Avec le parc, ce sera, j'espère, je pense, magnifique. Oui, Pascal Rizen, à l'inverse, que cette tour aujourd'hui devienne à l'avenir le visage de la future de Gland, est-ce que ça vous plaît? Alors ça, on verra. Le combat n'est pas terminé, c'est une étape qu'on passe avec maintenant Suisse-Côte qui peut continuer dans l'avancée de son projet avec la préparation du permis de construire, donc le dossier de mise à l'enquête. Il y a certaines promesses qui ont été faites, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites. Ouais, on peut les rappeler, c'est une crèche, un parc public, un auditorium, l'idée de recouvrir l'avenue du Mont-Blanc pour agrandir le parc, un chantier dévisé à 100 millions de francs. Tout ça, c'est des promesses que Suisse-Côte a promis, qu'il s'engage aujourd'hui à faire. Je tiens à faire juste, oui, une petite précision. Le recouvrement de l'avenue du Mont-Blanc n'est pas une promesse dans ce projet-là. C'est un projet à part qui va devoir suivre son chemin, qui devra passer par le conseil communal, qui devra passer par une autre mise à l'enquête. Ça ne fait pas partie du projet de Lacréto. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que... Voilà, c'est un souhait. Mais cela ne fait pas partie des promesses faites pendant la campagne. Oui, justement, le fait qu'aujourd'hui, il y ait toutes ces promesses-là, je reviens
reviens à Pascal Riesen. Vous avez envie de dire quoi à vos adversaires? Il y a des promesses, mais il y a aussi des engagements. Alors les promesses, on vient de les rappeler, mais il y a les engagements qui ont été faits par rapport justement aux détails manquants du dossier d'enquête publique qui maintenant doivent être remplis dans le dossier de mise à l'enquête. Donc ces détails, c'est ceux qui sont référents d'abord à la hauteur, finalement à quelle hauteur on va se situer. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé justement de la hauteur, on a dit que ça serait au moment du permis de construire. D'abord, on va donc fixer la hauteur pour de bon cette fois-ci, et puis après, il y a tout le reste, il y a les ombres portées, il y a la mise en place des gabarits, il y a toutes ces choses. Alors les gabarits, c'est pas obligatoire, hein. C'est uniquement si les autorités municipales le demandent. Mais maintenant, on travaille beaucoup plus avec des modélisations en 3D de la part de logiciels informatiques. Les gabarits, c'est pas obligatoire légalement. Alors là, on est maintenant dans une phase qui va passer au cantonal. Ouais. Alors c'est avec le cantonal qu'on va pouvoir discuter de ces affaires-là, et c'est là qu'Avenir Gland de nouveau reste mobilisé. D'abord, 1, pour le respect des promesses faites pendant les votations, 2, pour le respect des engagements faits au comité référendaire, et puis justement pour ces questions qui vont devoir être débattues. Justement, ces questions, Pascal Riesen, qui dit dossier soumis à une enquête publique, dit forcément la possibilité de s'y opposer. Est-ce que vous y réfléchissez? Alors pour le moment, on ne connaît pas ce dossier, donc on ne sait pas. Mais il est bien clair qu'on sera très vigilant par rapport à son contenu et puis justement la réponse aux questions, les réponses auxquelles on est en droit d'attendre maintenant. Donc si c'est satisfaisant, ça continuera comme ça devra continuer. Mais voyez, on est dans une situation aujourd'hui où très clairement, vous l'avez rappelé au tout début, on est dans un résultat où on est à 42, 58, quelque chose comme ça. Donc on a quand même un projet qui divise la population de Gland. Donc on a aussi cette mission et cette raison d'être avec Avenir Gland, de rester très vigilant quant à l'acceptation de cette prochaine étape. Ouais, Léonie Valenne, ça veut dire quoi que maintenant, c'est maintenant que le travail commence, c'est maintenant qu'il va falloir justement mettre les mains à la pâte pour convaincre tout le monde, pour y aller petit à petit dans ce travail? Alors tout d'abord, moi ça fait plus d'une année que je bosse sur ce projet parce que j'étais déjà la rapporteure pour le conseil communal, pour la commission sur ce projet de la Créteau. Donc ça fait un petit moment qu'on met la main à la pâte pour ce projet. Je pense qu'effectivement, là maintenant, on va pouvoir relancer un peu tout ce qui avait été mis en pause pendant cette campagne. Ils vont pouvoir se mettre en avant pour préparer ce dossier de mise à l'enquête. Moi, tout ce que j'espère, c'est que la démocratie sera respectée, parce que c'est vrai que même si il y a une minorité qui a voté contre, le fait est que la majorité a accepté ce projet, a soutenu et accepte d'avoir ce magnifique projet qui se met en place dans cette tour. Et je fais totalement confiance à Swissquote pour respecter tous les engagements qu'ils ont pris et à la municipalité pour surveiller ça. Ouais. Est-ce que justement par rapport à l'avenir, maintenant qu'on sait qu'il y a ces inquiétudes pour le futur visage de Gland, est-ce que ça vous fait revoir quand même la copie, non pas du projet et du plan d'affectation de la Créteau, mais dans son ensemble qui concerne l'urbanisme total? On sait que c'est une question justement qui inquiétait Avenir Gland. Oui, alors ça, je pense que totalement, on a une amélioration à faire, parce que de toute façon, le plan d'affectation communale est au niveau du canton et il sera envoyé cet été au niveau cantonal, parce qu'il doit être mis à jour très clairement. Ça on l'attend sur les tables du conseil communal. Après, je pense que oui, il y a des projets qui sont en cours à Gland, mais sur lesquels on va devoir réfléchir, travailler. Mais je pense que le projet de la Créteau va faire son petit bout de chemin de son côté et ne va pas forcément impacter tout le plan d'affectation communale. Oui, alors on sait que la tour, c'est un peu ce qui vous rebooter dans ce projet, Pascal Riesen, mais si on reprend ce qu'il y a autour, la crèche, le parc public, l'auditorium, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne quand même envie, dont vous vous réjouissez de voir à l'avenir ? Certainement. On a toujours dit, nous, dans ce qui nous gênait dans le projet, c'était sa démesure et c'était cette tour. Maintenant, tous ces bénéfices, il va falloir voir comment ils fonctionnent. Et c'est aussi là qu'on attend un petit peu ce permis de construire pour un peu comprendre mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plairait particulièrement entre la crèche, le parc public et l'auditorium ? Non, pas forcément. Ouais, non, pas forcément. Bon, écoutez, c'est un choix d'une entreprise privée. Nous, on ne va pas se mêler de leur dire quelles sont nos préférences ou pas, ni la couleur des murs. Ma foi, ils choisiront ce qu'ils veulent. Ouais, est-ce qu'il y a peut-être choisir la couleur des sapins, on choisira la couleur des sapins. Ah, ça peut faire débat, si on regarde d'Agnon, justement, les sapins. Léonie Valenne, qu'est-ce qui vous plaît en priorité ? Moi, alors, beaucoup de choses. Le parc,
de pouvoir avoir du terrain au sol qui reste un terrain et puis qui sera ouvert au public. Je trouve ça génial, mais la crèche, quand on sait les difficultés... Avec le recouvrement ou pas de préférence? Alors, je pense que ce sera un beau projet si ça peut venir sur nos tables du conseil communal, avec peut-être une piste cyclable, parce que ça c'est intéressant pour tous ceux qui prennent le vélo à Gland. Mais je trouve que la crèche ouverte aussi à la population de Gland sera très intéressante vu le manque de place en crèche, et je ne parle pas de l'auditorium qui sera aussi une belle opportunité pour les sociétés locales. Nous, on est plutôt curieux de voir comment tout ça va fonctionner. Vous voyez, on a vu des belles représentations, tout à fait. Ouais. On a vu des belles représentations avec des beaux plans, des belles maquettes, etc. Pour le moment, on ne voit pas où sont les accès, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Un parc public, c'est très bien, mais un parc public, ça pose aussi certains problèmes. On en a parlé la dernière fois, des problèmes de fonctionnement, de sécurité, d'horaire, etc. etc. Ben, c'est là-dessus qu'on est très curieux et qu'on va être extrêmement vigilants pour la suite des opérations. Tout ça a été un peu arrêté parce que le référendum est sur une décision du conseil communal et pas sur le permis de construire. Donc tout ça a été mis en pause et c'est vrai que ce n'était pas des informations sur lesquelles on devait voter. Ouais, on a l'impression qu'ils sont repartis pour le débat alors que le résultat est fait, c'est magnifique. Mais disons, on est là et on sera là pour... Ouais, et vous veillez ça, je vois, d'un œil attentif. Rendez-vous donc dans 4 ou 5 ans pour voir le nouveau bâtiment construit. Léonie Valane, Pascal Riesen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Bonne journée, au revoir. Merci. On passe aux finances. Copéton, Pranginois et Bachenard refusent la hausse d'impôts. Avec nous pour en parler, Dominique Ella-Crestin, syndic de Prangin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Face à vous, Lorenzo Merlanti, membre du comité référendaire non à la hausse de l'impôt communal pour Bassin. Bonjour. Et enfin, Gérard Produit, syndic de Coppet. Bonjour à vous également. Merci d'être avec nous sur ce plateau. À Coppet, avec 625 non et 396 oui, les citoyens ont refusé une augmentation de 8 points d'impôt et donc de passer de 53 à 61 points. Gérard Produit, j'ai presque envie de dire que vous faites partie, je crois, des plus déçus autour de ce plateau. On est toujours déçu quand on présente un projet et qu'il ne passe pas. Donc forcément, oui, je suis déçu. Ouais. Justement, sachant qu'il n'y a pas eu de débat et que même comme ça, les référendaires parviennent à convaincre, ça veut dire quoi du côté de Coppet ? Je ne suis pas sûr que je veux répondre par rapport à la situation copétane. Je crois que le débat montre que l'institution souffre parce que finalement, sans argument, sans être présent, en mettant en avant dans les boîtes aux lettres des arguments fallacieux, le comité référendaire a gagné. Donc je me dis que l'institution a mal à quelque part. Ouais, on sait quand même que le référendum, c'est une machine à dire non quand on parle des finances. Dominique Ella-Crestin, vous serez peut-être d'accord avec moi, vu que vous disiez, nous, on s'y attendait à Prangin, que finalement, cette votation ne passe pas. Absolument. Je souligne, pour commencer, qu'à Prangin, la municipalité a évidemment pris acte avec regret, mais a quand même tenu à souligner, finalement, les débats démocratiques qu'a suscité ce référendum. Et puis, le signal clair qui a été donné par la population, qui a près de 80%, a quand même refusé l'augmentation du taux d'impôt communal. Ouais, c'est vrai que Prangin, c'est la ville où le chiffre fait le plus mal. 80% de Pranginois ont balayé cette augmentation. On peut revenir sur les chiffres. C'est vrai que, pour rappel, la proposition de la nouvelle municipalité d'augmenter l'impôt de 3 points avait été approuvée de justesse par le conseil communal. Mais un référendum ensuite était venu. La population n'a pas voulu ensuite de l'augmentation d'impôt. Résultat du vote, 280 oui, 1093 non. Lorenzo Merlanti, on va venir à Bassin. Du côté des chiffres, 60% des habitants ont dit non, avec 328 non et une hausse d'impôt contre 205 oui et 6 bulletins blancs. Alors pour rappel, la commune de Bassin souhaitait passer à 75 points. Votre ressenti au lendemain de ces résultats, Lorenzo Merlanti? Une satisfaction pour la population et puis le bon sens a prévalu au final. Les gens ne se sont pas laissés emporter par la peur et puis des arguments qui étaient erronés. Il y a un budget qui est à l'équilibre sans l'augmentation d'impôts. À un moment donné, il n'y a rien qui justifie en termes d'investissement, de projets futurs pour la commune. Rien ne justifiait qu'on ponctionne encore les gens. Ils le sont déjà suffisamment, je pense, avec... ce qui se passe actuellement, donc c'était vraiment pas nécessaire. Sans compter qu'en plus, le canton a baissé ses impôts aussi, donc il y a un moment donné... Ouais. Gérard Produit, est-ce que ça, c'est pas un argument qui a fait mal, justement, de dire que le canton allait baisser les impôts? Alors, on ne le savait pas. Très honnêtement, la décision a été prise la semaine passée.
Donc le canton décide de baisser les impôts. Ce qu'on aurait souhaité, c'est que le canton fasse un geste envers les communes. Alors je sais qu'il l'a fait, tant mieux. On verra qu'est-ce que ça donnera sur le terrain, ce qui laisse présager que probablement, en tout cas pour la commune de Coppet, la hausse d'impôts demandée aujourd'hui, si effectivement la charge cantonale diminue, et non, on l'a toujours dit, on veut juste équilibrer nos comptes. Donc si le canton baisse nos charges, nous pourrons baisser nos impôts. Ouais. Lorenzo Merlanti, quand vous entendez dire Gérard Produit que c'est un problème de système, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je pense qu'il y a un problème de système. La péréquation aussi joue un rôle assez important et pose beaucoup de problèmes dans la planification financière des communes. C'est un mécanisme qui est difficilement compréhensible. Il y a une réforme qui va entrer en vigueur bientôt. On espère que ça va apporter des solutions positives pour la population. Ouais, Dominique Ella-Christin, je sais que ça fait partie de votre combat pour la suite. On a beaucoup entendu dire qu'à Prangin, il était question timing, hein, qu'il n'était pas le bon timing pour augmenter cette hausse du taux d'imposition. Aujourd'hui, c'est un signal fort que vous souhaitez envoyer aux prochaines autorités cantonales. Vous leur dites quoi ? Alors, je pense que là, il y a un signal fort dans le sens où ce sont les prochaines autorités cantonales qui vont devoir s'attaquer au dossier SOS Commune, hein, l'initiative qui a passé il y a de ça une année, et puis qui va devoir proposer un contre-projet éventuellement à cette initiative. Et là, il y a un message clair qui a été envoyé notamment par les Pranginois. Ce refus d'augmenter le taux d'impôt communal, il est, à mon avis, associé au fait que nous avons plus de 20 points d'impôt chaque année qui sont dédiés à la facture sociale, autrement appelée aussi péréquation indirecte ou encore participation à la facture sociale. Et ça, c'est des charges que nous ne maîtrisons pas. Je souligne que les charges communales, du ménage communal, sont maîtrisées et sont sous le contrôle du conseil communal. Par contre, ces charges qu'on a, qui sont d'ailleurs, comme ça a été dit, tout à fait imprévisibles, hein, parce que pour nous, elles ont oscillé entre 9,5 millions, je parle que de la facture sociale, ouais, et parfois 7 millions. Donc ça crée une grande incertitude. Et puis en plus, c'est des montants sur lesquels le conseil communal n'a aucune prise. Ouais, et ce sont, je le rappelle, des dépenses qui sont décidées au niveau cantonal. Ouais, sachant que ce statu quo faisait partie des 3 scénarios proposés par la municipalité, ça veut dire quoi, là, ce refus d'augmentation d'impôts pour Prangin ? Quelles seront les conséquences ? Alors, nous prenions cette augmentation parce que nous savons que la réforme en termes de facture sociale et les effets que vont apporter, on l'espère, la réforme par rapport à SOS Commune, ne se feront sortir sur les charges communales qu'à partir de 2025-2026. Par conséquent, nous voulions nous assurer d'avoir un endettement responsable et d'avoir des finances saines sur l'ensemble de la législature avec un taux d'autofinancement que nous considérions comme acceptable avec 1 million de plus par année grâce à ces 3 points d'impôt supplémentaires. Ça n'a pas été accepté. Conséquence, donc, notre autofinancement sera moins fort que ce que nous le souhaitions. Alors, le vice-syndic de Bassin disait la chose un peu autrement. Il disait que rien ne changera pour les Bachenards puisque le produit de cette hausse d'impôt aurait été entièrement consacré au rattrapage du remboursement de la dette. Il disait que c'était davantage un problème sur le long terme puisqu'il aurait fallu investir à nouveau et c'était là qu'était la préoccupation. Encore une fois, on essaie de faire peur aux gens avec des arguments qui ne tiennent pas debout, avec rien de concret, peut-être, éventuellement, nous verrons un risque qu'on n'a pas réussi à identifier, qui n'a pas été verbalisé, formalisé. Donc, à un moment donné, le risque était, par contre, si l'augmentation avait été acceptée par la population, que chaque année, on se retrouve avec les mêmes arguments et puis le même mécanisme, parce qu'à la fin, le risque potentiel, il est là tout le temps, si on veut bien. Puis il n'y a pas de raison que chaque année, on ne revienne pas en demander encore un peu plus pour éventuellement faire face à je ne sais quoi. Puis si on se retrouve gentiment à la fin de l'exercice et qu'on n'a pas utilisé l'augmentation d'impôt, on va vite la dépenser, puis comme ça nous donnera un argument de plus. Vous voyez, on vous a demandé, on l'a utilisé, c'est qu'on en avait besoin. Donc à un moment donné, je pense aussi pour les nouvelles autorités, qui sont en place maintenant pour la plupart de manière nouvelle, qui ont peu d'expérience, déjà, bien comprendre le fonctionnement de l'institution, bien gérer ce qu'il y a à disposition. Je rappelle qu'on les a laissés quand même avec une marge de manœuvre d'1,4 million.
Donc d'abord bien, je dirais faire la pratique avec ça, puis après on verra pour les autres exercices si ça se justifie ou pas. Ouais, Gérard Produit, la situation est tout autre à Coppet, mais on a l'impression que Coppet est quelque part dans une impasse. Hein. Il y a eu une première tentative en 2019 d'augmenter ses impôts, à présent une nouvelle. Vous pensez à quoi comme solution quand vous dites qu'il faut revoir le système? Non, je pense... Alors nous, on a un conseil qui a déterminé un endettement maximal, donc on ne va pas pouvoir s'endetter. On a une population qui dit il faut faire avec, et je crois qu'il n'y a jamais de bon moment. Je pense principalement, indépendamment des arguments, puisqu'il n'y en avait pas, ils n'étaient pas là pour les présenter. Les gens ont voté en regardant leur porte-monnaie. C'est vrai que la période où le coût de l'essence augmente, les taux d'intérêt augmentent, c'est jamais le bon moment pour payer plus cher. Donc ça, c'est l'argument, on va dire, presque populiste qu'on entend à n'importe quelle période du calendrier. Donc nous, aujourd'hui, on se retrouve dans une impasse où on a un manco de 3 millions dans notre budget. Voilà. Et nous ne cherchons qu'à équilibrer nos charges. Autrement dit, il va falloir couper. Alors, on a commencé ce matin un travail et c'est clair qu'il y aura des conséquences. C'est inévitable sur un budget où on doit couper 3 millions, ça va laisser des traces, bien sûr. Et ce n'est pas un exercice qu'on fait de gaieté de cœur, ce n'est pas pour ça qu'on s'est lancé dans la course à l'exécutif. Mais ma foi, on doit être responsable. On fera avec ce qu'on a, c'est le message que la population nous donne. Ouais, je ne veux pas faire de rivalité entre Coppet et Prangin, mais quand on voit que finalement Prangin peut y arriver, il y a un programme qui est ambitieux, tout comme Coppet d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on fait ensuite quand on a cette marge qui est réduite? Comment est-ce qu'on gère tout ça? Alors, déjà, par rapport au programme de législature, j'aimerais préciser que finalement, les charges des projets qui pourraient être acceptés, ils doivent d'abord être acceptés, les projets qui sont présentés dans le programme de législature, par le conseil communal. Et puis, une fois qu'ils sont acceptés par le conseil communal, ils ont un impact sur nos charges communales que quelques années plus tard, nous, on avait fait une projection financière qui montrait que c'était à partir de 2025-2026. Pour autant que ces projets soient acceptés par le conseil communal. Donc, ce dont on parlait ici, avec la marge d'autofinancement solide, c'était de s'assurer de pouvoir financer les projets qui ont été acceptés par les conseils communaux précédents et aussi le fonctionnement quotidien de la commune qui comprend aussi énormément de projets qui sont attendus par notre population. Je donne un exemple, un plan lumière qui va permettre de réduire la pollution lumineuse et qui est inscrit dans notre budget. Ouais, Gérard Produit, on sent que du coup vous êtes beaucoup plus sceptique, mais par exemple, qu'est-ce que Coppet ne pourra pas faire à la suite de cette votation parce que les impôts ne sont pas augmentés à Coppet? Alors ce qu'on fera, c'est qu'on présentera des projets qui seront autofinancés. Ouais. C'est clair qu'il y a toute une... Et puis il y a des projets, tant qu'on n'a pas l'argent, qu'on va devoir décaler en termes de priorité. Typiquement, on nous demande de faire un restaurant, de transformer une salle communale, de revoir un axe routier. Ces projets-là, ils seront gelés, ils seront décalés et on les fera quand on aura le financement. Et puis, on va essayer, parce que tout n'est pas possible non plus de dire on ne présente que des projets autofinancés, mais on va essayer de présenter un maximum de choses dont on pourra démontrer que la charge est couverte par des revenus annexes. Ouais, Lorenzo Merlanti, c'était aussi votre question lors de cette séance. Vous demandiez justement comment est-ce que Bassin peut aujourd'hui faire de l'argent, faire du bénéfice. Mais j'aimerais revenir sur une toute autre chose, sachant que ces impôts ne vont pas augmenter. Est-ce que les tensions qui aujourd'hui minent le village vont-elles vraiment pouvoir s'arrêter ? Bonne question. Moi, je l'espère, dans l'intérêt de tous. Maintenant, je n'ai pas la réponse à l'avance. J'espère que les gens vont être un petit peu apaisés, prendront acte de la décision du peuple qui a toujours raison quand on lui demande son avis, qu'on soit d'accord ou pas. Après, effectivement, peut-être qu'au fond, on peut espérer que certains se détendent un petit peu et puis qu'à un moment donné, il y a quand même de la part des autorités, ou en tout cas certains membres, il y a eu une volonté d'essayer de faire croire que c'est un référendum pour ou contre les nouvelles autorités. Donc de le placer sur ce terrain-là, c'est faux. Et d'embarquer la population sur ce débat qui n'a pas de sens, c'est faux aussi. Donc j'espère que les leçons seront tirées du résultat et puis que les autorités se mettront à regarder devant plutôt que d'essayer de trouver des choses derrière qui n'ont pas beaucoup de sens. Non, mais qui n'ont pas d'intérêt pour l'avenir de la commune.
Regardez justement vers l'avenir, c'est ce qu'on pourra faire prochainement sur NRTV avec vos différents projets des différentes communes de Prangin, Coppet et Bassins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci à vous pour l'invitation. À 45 suffrages près, Rolle garde sa majorité à droite. Pascal Vollenweider a été élu à la municipalité de Rolle ce dimanche face à son opposant Damien Bindling-Mayer. La conseillère communale PLR a obtenu 651 voix, tandis que son concurrent, le socialiste Damien Bindling-Mayer, a récolté 605 suffrages. Pascal Vollenweider, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Félicitations. Merci Quelle était votre réaction justement au moment du vote? Comment vous l'avez vécu? Alors très émue, beaucoup d'émotions et très très heureuse et très contente. Ouais, alors j'imagine que c'est une fierté aussi. Je sais que vous imaginez vous présenter lors de la prochaine législature, le fait que tout soit accéléré. Comment vous le vivez? Alors c'est vrai, quand on l'a appris, quand j'ai appris qu'il fallait venir plus tôt, donc j'ai demandé à mon parti déjà que je puisse en discuter avec ma famille et avec moi-même, que je me sente prête à y aller. Et quand j'ai eu le soutien de toutes ces personnes, j'ai dit j'y vais avec grand plaisir, un petit peu plus tôt. Ouais, un petit peu plus tôt que prévu, ça aurait même 5 ans avant. Oui, ça peut le dire, voilà. J'imagine qu'il faut mettre tout de suite les mains à la pâte. Alors, 30 mai aura lieu la sermentation. Votre prise de fonction est prévue pour le 1er juin. Comment vous comptez vous préparer à cette nouvelle fonction? Écoutez, alors j'ai 2 semaines là encore un peu de répit, donc je vais déjà un petit peu me reposer et me remettre de cette campagne qui était intense mais très belle. Et puis, je vais gentiment prendre les fonctions à partir du 30 mai, du 1er juin. Et déjà voir quel dicaster je vais recevoir et que mes collègues vont me laisser. Ouais, alors, les dicastères qui sont justement, qui étaient laissés vacants par Giorgio Michello, c'était la culture, la formation et la jeunesse, le sport et la police. Aujourd'hui, donc, il pourrait y avoir redistribution? Peut-être. À mon avis, je ne pense pas, parce qu'ils viennent de commencer il y a une année, mais on verra bien ça, le 30 mai. Je vais l'apprendre à ce moment-là. Ouais, mais est-ce qu'il y a d'autres dicastères qui vous plairaient justement, qui vous font de l'œil? Tous m'intéressent parce qu'on apprend beaucoup de choses et c'est très intéressant. Donc non, je prendrai ceux qu'ils voudront bien me laisser. Ouais, alors on va revoir des images de la campagne. C'est des images que j'ai trouvées notamment sur vos réseaux sociaux. Vous disiez que c'était une campagne très agréable. Qu'est-ce que vous retenez justement? Le contact avec les gens, rencontrer beaucoup de personnes et que c'est intense et qu'il faut être présent aussi sur le terrain pour rencontrer les personnes et pouvoir prendre le temps. Et j'ai aussi vraiment une grande chance d'avoir vraiment toujours, j'étais bien entourée de mon parti, de ma famille. Ouais. Aux côtés de Christelle Luizy-Brodard, on sait que c'est une locomotive du PLR. Est-ce que ça a fait la différence peut-être? Non, je pense pas. Ce qui a fait la différence, c'est aussi l'alliance qu'on a eue avec les Verts libéraux, qui était très important pour nous, et c'est le fait d'être présent et de se montrer. Oui, d'être un peu partout. Là, on voit que c'était sur le terrain que ça se faisait, au marché, à la gare. Est-ce qu'il y a peut-être des moments forts qui vont vous rester de cette campagne? Alors, chaque moment me reste fort dans mon cœur parce que chaque jour a été une surprise. C'est vrai que les personnes comme Olivier Feller ou avec Christelle Luizy ou Valérie Ditli, ils ne pouvaient pas me dire à l'avance quand est-ce qu'ils allaient venir. Et quand je voyais les personnes arriver auprès de moi, et surtout le dernier samedi, c'est vrai que c'était vraiment l'apothéose. Et comme on dit, on a commencé avec la pluie le vendredi, le premier jour, et on a terminé là le samedi avec le soleil. Alors vraiment, je veux dire que toute cette campagne, je remercie tout mon groupe, tout le monde, ma famille, tout le monde qui a vraiment été avec moi, et aussi avec le soutien des Verts libéraux, bien sûr. Ouais. Est-ce que selon vous, il était prévu que justement cette majorité, l'exécutif, reste à droite? Parce que si on repense aux dernières élections complémentaires qui avaient eu lieu à Rolle, lorsque Cédric Echner est parti, c'est vrai que du coup, la droite avait regagné la majorité. Est-ce que vous vous imaginez justement que les choses puissent changer, ou c'était acquis que le PLR reste avec un poste laissé vacant, mais qu'il reprenne ensuite en votre personne cette place-là? Alors, rien n'est acquis. C'est pour ça qu'il faut être sur le terrain jusqu'au bout. Mais dans mon cœur, c'était clair que je me lançais en voulant gagner. Ouais. Ouais, voilà, qui est dit avec les yeux qui brillent, c'est très joli à voir. Alors on sait qu'à Rolle, la majorité de l'exécutif est à droite, au sein du législatif également, mais on le voit, le vote est quand même serré. 45 votes, à 45 votes près, ça aurait pu être justement le PS qui aujourd'hui arrivait devant. Donc les idées du PS et de la gauche finalement séduisent aussi une partie de la population. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des enjeux à Rolle notamment? Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier ces 605 autres voix qui sont là aussi et qui amènent des idées. Et comme je l'ai dit en discutant après avec Damien, c'est de continuer à travailler aussi ensemble pour que cette perle du Léman continue à être la perle du Léman à Rolle. Ouais, un mot sur le visage de cet exécutif qui est aujourd'hui quasi féminin. Le seul homme de cet exécutif sera Loïc Haldiman. Est-ce qu'à votre avis, ça fera justement une différence? Je pense qu'il est important qu'on soit un collège qui a envie de travailler ensemble
et qui puisse amener et que les projets puissent être mis à contribution, puissent être faits. Donc c'est ça qui est important et travailler main dans la main, qu'on soit plus d'hommes ou plus de femmes ou un mélange. Je pense que chacun amène quelque chose de son côté. Enfin, je vous avais déjà posé la question la dernière fois lorsque vous étiez venu, mais s'il y avait un projet qui vous tient à cœur, on sait que le programme de législature est connu. Pour Roll, un seul mot, le mot-clé, c'est durabilité. Mais qu'est-ce qui vous tient à cœur à vous, personnellement? La touche Vollenweider, ça sera quoi? J'ai une petite touche que j'aimerais amener, déjà par rapport aux crèches, parce que j'étais là-dedans dans la fondation. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est en manque de place. Donc là, j'espère qu'on pourra vraiment trouver des solutions, que ce soit à Roll ou aux alentours, puisque nous avons l'association Enjeu qui est là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur. Pascale Vollenweider, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se réjouit donc de vous voir en fonction. Rendez-vous le 1er juin. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie pour cette émission spéciale. On se retrouve demain pour la quotidienne. Très belle soirée à tous.